Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chezeville, heureux comme d'habitude de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, même si je vous avoue qu'aujourd'hui je n'ai vraiment pas le moral comme on dit. J'ai vraiment trop l'impression depuis des années, que dis-je des années, depuis des décennies maintenant, de prêcher dans le désert. Depuis la fin du siècle dernier, je dénonce le régime qui est en place au Rwanda, qui a semé la mort et la désolation dans toute la région des Grands Lacs africains, une région où j'ai longtemps vécu et travaillé. J'ai été le témoin des atrocités que je dénonce. Donc, c'est un peu trivial, mais je sais de quoi je parle. Mais malgré tout, on ne fait rien pour mettre un terme aux agissements du sanglant dictateur qui est au pouvoir à Kigali. Et j'avoue que ça me désole parce que pour la République démocratique du Congo, où j'ai longtemps vécu et travaillé, c'est l'éternel recommencement, l'éternel scénario qui se répète chaque fois, scénario d'horreur, de massacre et de déplacement de population. Donc c'est ce sujet que je veux aborder encore une fois aujourd'hui, espérant qu'un beau jour, ma voix et celle d'autres personnes sera enfin entendue et qu'on adoptera une attitude aussi ferme envers Paul Kagame que celle que l'on feint d'afficher envers d'autres dictateurs tels que Vladimir Poutine. Dans la nuit du vendredi au samedi 17 février, des drones ont visé des avions de chasse congolais sur la piste de l'aéroport international de Goma, une ville où j'ai vécu et travaillé. Les dégâts matériels seraient mineurs. Un avion de chasse de type Sukhoi aurait été légèrement touché. Ces aéronefs sont régulièrement utilisés pour pilonner les positions de la pseudo-rébellion du M23 qui s'est considérablement rapprochée de Goma ces dernières semaines, en coupant tous ces accès terrestres, rendant très difficile l'approvisionnement de cette grande ville. Même l'approvisionnement de Bukavu, l'autre grande ville située à l'autre extrémité du lac Kivu, est grandement perturbé, puisque les camions qui la ravitaillaient transitaient par la route qui longe la rive congolaise du lac Kivu, une route désormais coupée par les soi-disant rebelles. Pour l'armée congolaise, les auteurs de l'attaque contre l'aéroport sont connus. Le colonel Guillaume Djike a mis en cause des drones rwandais ayant décollé du territoire voisin en violation des limites territoriales, a-t-il dit. Kigali n'a pas encore réagi à ces accusations. Rappelons que la piste de l'aéroport de Goma est située à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau de la frontière rwandaise. Cette attaque contre l'aéroport de Goma intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé. Le M23, un groupe armé créé de toutes pièces par l'appareil sécuritaire du Rwanda, est appuyé et soutenu depuis des années par Kigali, comme l'ont confirmé à plusieurs reprises les rapports d'experts indépendants commandités par l'Organisation des Nations Unies. Ce groupe armé a son quartier général à Bunagana, une localité congolaise que je connais bien et qui est située aux frontières de l'Ouganda et du Rwanda, et dont il a pris le contrôle en 2022, ce qui lui permet de générer d'importants revenus en imposant des taxes sur le trafic transfrontalier. La prise de contrôle de cette localité frontalière par le M23 et son maintien depuis près de 2 années n'ont pu se faire qu'avec l'appui du Rwanda et la complicité active de l'Ouganda. Et c'est depuis Bunagana que ce groupe armé a mené une campagne militaire qui lui a permis d'occuper de vastes portions du territoire de la province du Nord Kivu. Sa dernière offensive l'a mené à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Goma, la capitale provinciale.
Depuis le début du mois de février, des affrontements opposent presque chaque jour le M23 à l'armée congolaise et à ses alliés, les milices Wazalendo. La situation que connaît le Nord Kivu n'est pas nouvelle, hélas. Elle prévaut, avec de nouveaux rebondissements toujours orchestrés depuis le Rwanda, depuis 1996, date de la première invasion du pays par les forces de Paul Kagame. 28 années de massacres, de pillages, de viols utilisés comme armes de guerre, de faux accords de paix qui sont en fait des accords de dupes, accords toujours déçus, et de nouvelles invasions sous des masques différents. Près de 10 millions de morts. Il s'agit là du conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, ce conflit fait couler davantage de sang que d'encre journalistique ou diplomatique. Les massacres bien réels qui sont régulièrement perpétrés au Nord Kivu reçoivent en effet très peu d'écho médiatique en Europe, contrairement à la guerre d'Ukraine et au bombardement à Gaza. La nouvelle fausse rébellion, montée de toutes pièces par le régime de Paul Kagame, met pourtant une fois de plus le Nord Kivu à feu et à sang, sous le prétexte de vouloir sauver, je mets des guillemets, sauver les Tutsis du Congo d'un génocide imaginaire, de la même manière que Poutine prétend sauver les russophones d'Ukraine d'un prétendu génocide perpétré par les autorités de Kiev. Voici un an, au début de 2023, ces faux rebelles avaient poursuivi leur avancée au Nord Kivu en s'emparant, après de violents combats, des villes de Kichanga et de Kibumba à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau au nord de Goma, de l'autre côté du parc national des Virunga et des volcans qui dominent cette grande ville située au bord du lac Kivu et qui est, pour son malheur, frontalière du Rwanda. La prise de Kichanga signifiait la poursuite de l'étranglement de Goma, dont l'essentiel du ravitaillement se faisait par voie terrestre via l'Ouganda. À l'époque, l'armée congolaise avait expliqué la perte de Kichanga en avançant un improbable retrait tactique. Hélas, depuis 1996, l'armée congolaise, toujours minée par un mauvais commandement avec un nombre invraisemblable de généraux, mais très peu d'hommes bien entraînés et payés régulièrement, cette armée congolaise donc est toujours minée par la corruption, par la trahison du fait de la présence au sein du corps des officiers d'anciens rebelles prétendument intégrés, mais toujours secrètement inféodés à Kigali. Cette armée a toujours reculé face à l'armée rwandaise et face aux fausses rébellions mieux armées et mieux équipées par le pouvoir de Paul Kagame. Il semblerait que ce scénario soit encore en train de se répéter en ce début d'année 2024. Ces avancées sur le terrain du groupe armé M23, ponctuées de massacres, provoquent chaque fois de nouveaux exodes de populations civiles. Ces gens sont jetés sur les routes. Ils doivent abandonner leurs maigres possessions derrière eux. Depuis le début de l'invasion du Nord Kivu par le M23 il y a 2 ans, on estime qu'1 million de personnes, essentiellement des petits paysans, ont été déplacés par la guerre. La plupart a afflué vers Goma. C'est là que ces déplacés s'entassent, dans des camps surpeuplés et insalubres, abrités par des bâches en plastique, sur des terrains vagues parsemés de pierres de lave. Des milliers de civils, en majorité des femmes et des enfants, passent la nuit à la Belle Étoile dans plus de 12 camps de fortune autour de la ville de Goma. Mais cette grande ville doit aussi être vigilante face à un autre ennemi encore plus sournois que les groupes armés qui pullulent, le Nyiragongo, l'imposant volcan qui domine cette ville, qu'il a déjà partiellement détruite en 2002. J'y étais. En dehors de la dégradation de la situation sur le terrain, les tensions diplomatiques se sont aussi aggravées. Samedi 17 février, les présidents rwandais et congolais ont participé à un mini-sommet à Addis Abeba
en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, dont l'objet était de désamorcer la crise sous les auspices du président angolais et de l'Union africaine. Si le président João Lourenço s'est bien entretenu tour à tour avec Paul Kagame et Félix Tshisekedi, les deux chefs d'État ennemis ne se sont pas rencontrés. À Goma, l'attaque contre l'aéroport, combinée avec la dégradation de la situation militaire, l'afflux des personnes déplacées et les problèmes de ravitaillement, a suscité un regain de tension au sein de la population de la ville. Lundi 19 février, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Kinshasa devant les ambassades des pays occidentaux et à Goma pour dénoncer le soutien des puissances occidentales au Rwanda, pays qui est considéré par ces manifestants comme étant le véritable agresseur et la source de tous les maux dont souffre cette population. Un agresseur qui se cache derrière la pseudo-rébellion du M23. Plusieurs drapeaux, dont celui des États-Unis et de la France, ont été brûlés durant la manifestation qui s'est déroulée dans le centre-ville de Goma. Ce sont les drapeaux de pays complices du Rwanda, ont assuré les organisateurs du rassemblement. Ce sont eux qui financent nos ennemis, a expliqué Patrick Riki Paluku du groupe de pression Velanda Mutsanga, faisant référence notamment au programme d'investissement de l'Union européenne au Rwanda. Le sentiment qui prévaut au sein de la population de Goma est que ces pays occidentaux convoitent les ressources naturelles du Congo et qu'ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda pour parvenir à leurs fins. Il est vrai que les paroles malheureuses prononcées par Emmanuel Macron, qui s'était refusé à condamner le Rwanda lors de son déplacement à Kinshasa en mars 2023, et l'utilisation de troupes rwandaises pour sécuriser l'exploitation par Total Energy du gaz dans le nord du Mozambique, n'ont fait que renforcer ce sentiment populaire hostile à la France. Cette guerre imposée depuis Kigali a provoqué et continue de provoquer un véritable désastre humanitaire, ainsi que l'apparition d'autres conflits, en particulier intercommunautaires, avec tout ce que cela comporte en termes de méfiance, de rejet et de suspicion concernant l'origine de la guerre. Il est également clair que certains profitent de la guerre. Une sorte de business de l'humanitaire s'est développé depuis près de 30 ans à Goma. Des centaines d'ONG locales et internationales pullulent dans les camps de déplacés et leurs interventions, génératrices de subventions de la part des bailleurs internationaux, n'ont que peu d'impact sur le terrain pour résoudre cette crise humanitaire qui perdure et qui continue à s'aggraver de jour en jour. S'agit-il d'une conséquence des manifestations de Kinshasa et de Goma? Paris vient enfin d'infléchir très légèrement sa position diplomatique au sujet de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le 20 février, le ministère des Affaires étrangères a appelé, je cite, le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Le Quai d'Orsay se dit en outre, je cite à nouveau, très préoccupé par la situation dans l'Est, en particulier autour de Goma et de Saké. Le communiqué ajoute que, je cite à nouveau, les atteintes à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo sont inadmissibles et que le M23 doit cesser le combat immédiatement et se retirer de toutes les zones qu'il occupe. Ça fait beaucoup de vœux pieux. Enfin, dans le même texte, Paris estime que les forces armées congolaises doivent cesser toute collaboration avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Cette dernière mention ayant été ajoutée pour montrer au régime de Kigali qu'il prend aussi en compte ses soi-disant préoccupations au sujet de ce groupe armé composé de Hutus rwandais. La présence des FDLR est en effet régulièrement utilisée comme prétexte par Paul Kagame pour justifier ses incursions répétées en territoire congolais. Or,
Cela fait bien longtemps que les FDLR n'ont pas mené d'opération en territoire rwandais et qu'ils ne représentent plus de menace pour le régime rwandais. Par cette déclaration, la France s'est alignée sur la position états-unienne. En effet, le 17 février, les États-Unis avaient condamné l'escalade de la violence imputée aux rebelles du M23. Le département d'État appelait aussi au retrait de l'armée rwandaise et demandait à Kigali de retirer ses systèmes de missiles sol-air qui menacent la vie des civils, des soldats, de la force de l'ONU et des humanitaires. Enfin, le 20 février, lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont appelé le Rwanda et la RDC à s'éloigner d'un risque de guerre. La communauté internationale doit prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au combat dans l'est de la RDC et permettre une désescalade des tensions entre la RDC et le Rwanda, a déclaré l'ambassadeur états-unien adjoint à l'ONU, Robert Wood. S'exprimant devant le Conseil de sécurité, Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général en République démocratique du Congo, a mis en garde contre une escalade des violences et le risque d'extension du conflit dans la région. Citant la situation autour de Saké et de Goma, Bintou Keïta a dénoncé les violations des droits humains et du droit international par les rebelles du M23. Elle a aussi mentionné les cas de recrutement forcé d'enfants et les enlèvements de civils. Rappelons que l'ONU a maintenu des contingents de milliers de casques bleus dans l'est de la RDC depuis 2010, mais cette coûteuse et interminable opération s'est révélée être totalement inefficace pour prévenir les incursions et les avancées des groupes armés financés par Kigali et soutenus par Kigali, et pour réellement protéger les populations civiles. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui au sujet de cette situation dramatique, rarement évoquée par nos grands médias. Vous comprendrez, chers amis auditeurs et auditrices, mon indignation et ma colère face à l'incapacité de la communauté internationale et plus particulièrement de la France, des États-Unis et des autres grandes puissances à mettre un terme aux menées nuisibles du régime qui est en place à Kigali depuis 1994. Cela fait 30 ans. Ce régime qui continue à utiliser le souvenir épouvantable du génocide de 1994 pour justifier l'injustifiable, c'est-à-dire la perpétration de ces invasions à répétition, de ces incursions à répétition et des massacres qui en sont les conséquences dans l'est de ce malheureux Congo, pays où j'ai longtemps vécu et avec lequel je suis en contact quotidiennement. Et donc cette indignation que vous devez sentir dans ma voix est aussi le fait des nouvelles que je reçois quotidiennement de la part des amis que j'ai sur place à Goma, à Bukavu et ailleurs. Je vous remercie, chers amis, pour l'attention que vous avez portée à mes propos. Je vous prie aussi d'en faire état autour de vous afin que cette situation soit dénoncée le plus largement possible. Je vous dis à la semaine prochaine en écoutant le groupe Alliance, un groupe que j'ai longtemps soutenu à Bukavu, un groupe de jeunes qui aspirent à la paix.